Une pensée spéciale à un grand homme, Roland-Laurent Tonné-Ikès. Il n'est pas ce matin sur ce plateau, je lui fais un coucou. Et je retrouve un nouveau visage qui prend sa place sur ce plateau. Il s'agit de Stéphane Akhinou-Rossou. J'espère que je prononce bien. Bien évidemment. Bonjour Carole. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour Carole, c'est un plaisir pour moi de te retrouver ici et de débattre de l'actualité sociopolitique avec toi. Plaisir partagé. Bonjour Seth Athénée. Bonjour Carole. Un habitué du plateau désormais. Oui. Bienvenue vous remplacer Hector Hugues Empêché. Alors, nous allons démarrer avec la première information relayée par la majorité des quotidiens ce matin. Il s'agit du décryptage fait par Claudine Afiavi-Prudencio, la ministre conseillère à la santé du président de la République, Patrice Talon, qui a passé au peigne fin dans les quotidiens la nouvelle constitution béninoise. Je commencerai par vous, Stéphane Akhinou-Rossou, le temps de m'habituer avec votre nom de famille. Alors, quelle lecture vous faites du décryptage fait par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, actuelle conseillère à la santé du chef de l'État au plan politique, social et surtout au plan philosophique également, parce qu'elle est passée par tous les domaines. Oui, bien évidemment, elle est passée par tous les domaines. J'observe déjà en premier lieu que cette réflexion de Mme Prudencio ne s'inscrit pas, comme on a l'habitude d'assister depuis cette révision de la Constitution, dans une posture binaire où on dit c'est bon ou ce n'est pas bon. Elle a voulu adopter une démarche scientifique qui lui a permis de mobiliser un certain nombre de ressources. Et lorsque on réfléchit un peu sur cette analyse-là, on note bien qu'elle a dû ressortir un certain nombre de paramètres. Des paramètres philosophiques qui lui ont permis de clarifier les concepts, des paramètres juridiques qui lui ont permis de réfléchir sur les normes, des paramètres sociologiques qui lui ont permis de prendre en compte les réalités socio-culturelles, et puis les paramètres anthropologiques qui, par finir, lui ont permis d'intégrer, la dimension humaine dans sa réflexion. Et lorsqu'on prend les grands sujets qu'elle a dû aborder, comme le septennat, comme la trêve politique, comme le Sénat, on observe bien qu'elle a relevé que le Sénat, par exemple, est une structure ou une institution de sagesse qui répond bien évidemment à une logique culturelle de chez nous qui donne une certaine place à la sagesse dans le règlement, n'est-ce pas, donc des conflits dans notre culture. Ensuite, elle a montré que sur le plan politique, ce Sénat va permettre d'assurer une certaine stabilité et rétablir, n'est-ce pas, donc les règles éthiques dans la gestion ou la gouvernance politique dans notre pays. Quand on prend le septennat, elle montre en fait que c'est une réforme ou une innovation juridique ou législative qui va permettre de stabiliser, n'est-ce pas, donc la gouvernance, parce qu'elle estime qu'un cycle de 5 ans ne permet toujours pas, n'est-ce pas, donc à celui qui est élu d'aller au bout. Par contre, avec un cycle de 7 ans, celui-là peut avoir le nombre d'années requis pour aller, n'est-ce pas, donc au bout de ces réformes. Et je trouve que c'est pertinent dans la mesure où, généralement, quand les gens sont élus, vous voyez, ils prennent 1 an ou 2 ans à maîtriser les rouages du pouvoir, et puis après, ils ont pratiquement 2 ans pour travailler. Et la seule année, ils commencent par penser à leur élection. Ce qui fait que celui qui est au pouvoir n'a
franchement que 2 ans pour travailler véritablement. Et donc avoir un cycle de 7 ans va permettre donc d'asseoir, n'est-ce pas, donc une dynamique de gouvernance et d'organisation de la machine d'État. Et donc quand on parle par exemple, je veux revenir également sur la trêve, que d'aucuns ont pensé que cela constituerait un musellement. Avant de parler oui. de la trêve, oui. Déjà, dans un système démocratique, en tant qu'analyste politique, Oui. qu'est-ce qui doit primer? La stabilité institutionnelle ou la compétition politique? Oui, je pense que c'est les deux. Il y a la stabilité, la stabilité institutionnelle, il y a également la compétition, la compétition politique. Mais il faut relever que la compétition politique, si on ne l'organise pas à bon escient, cela peut déteindre sur le développement du pays. Parce que vous voyez que souvent, au nom de, je veux dire, au nom le mot m'échappe, de l'alternance, voilà. Au nom de l'alternance, voyez-vous, on arrive parfois à oublier les questions de développement. Et on s'aligne derrière des rivalités politiques. Et donc, je trouve que ce n'est pas totalement mauvais que de penser à la stabilité institutionnelle. Parce que cela va contribuer à organiser les questions de développement, n'est-ce pas, donc, dans le pays. Sauf que dans ce cas, il faut pouvoir faire attention parce que c'est bien souvent vite de constater que lorsque le pouvoir est trop concentré dans la main de quelqu'un, il peut finir par en mesurer ou en abuser. Et donc, la compétition, c'est de là que la compétition devient nécessaire pour que la veille sur la stabilité institutionnelle ne déteint pas sur je veux dire, la compétition politique qui est nécessaire à tout régime démocratique. Nous allons revenir pour la suite des analyses dans d'autres domaines. Cette atémie, quelle lecture faites-vous du décryptage fait par Claudine Afiavi-Prudencio, surtout au plan politique? Sur un point de vue politique, je fais une lecture qu'elle fait une sorte de globalité de ce qui a été cette révision de la Constitution. La révision prend en compte autant, on va dire, la stabilité au niveau du développement, au niveau de l'érection d'un État fort, où les institutions sont plus fortes que les hommes qui les gouvernent, mais également un État où la politique prend une certaine allure j'ai envie de dire, d'institution, parce que les choses ne se feront plus comme avant, comme elles se faisaient avant. Maintenant, au-delà de tout, elle parle également du fait que, au-delà du fait que cette nouvelle constitution assure une certaine, on va dire, stabilité au niveau politique également, elle affirme que cette réforme ne constitue pas une rupture, mais bien une maturation démocratique. Bien sûr. Non, ce n'est nulle part une rupture et je partage l'avis. Elle parle de maturation parce qu'on est en train de grandir davantage. On va vers un système qu'on n'avait jamais encore expérimenté, mais on va vers un système qui est expérimenté ou qui fait légion dans plusieurs autres pays et qui a donné ses preuves dans ces autres pays-là. Et quand on regarde un peu les raisons pour lesquelles on va vers ce système-là, on se rend compte qu'on est en train de grandir, on va dire ça de cette façon-là, de sorte à ce que les clivages, les tensions qui par le passé ont fait l'objet de problèmes ou de crises politiques nationales puissent avoir aujourd'hui un siècle pour être réglés. Et donc, quand je m'en tiens uniquement à la création du Sénat et au rôle qu'on lui attribue par rapport à la gestion d'une certaine crise, je pense que c'est un peu comme cela se faisait dans nos sociétés culturelles béninoises. Vous savez, il y a toujours un rang ou un cercle de personnes vers qui, quand les décisions prises, ou quand une tension, quand une situation familiale ou régionale n'était pas réglée de façon amiable, on s'en tenait, on allait vers eux et c'est eux qui prenaient la décision finale et s'appliquaient à tout le monde. C'est un peu ça qui va être appliqué
par le Sénat et je comprends parfaitement son analyse par rapport à cela. Elle ramène un peu la création du Sénat à ce que nous vivons, à nos réalités endogènes et un peu socio-anthropologiques dans notre pays. Madame Claude Vidina-Fiavi-Prudencio parle également de la sagesse dans le système politique béninois en réaffirmant des principes de prudence et de responsabilité. Qu'est-ce que cela vous inspire? Prudence dans le sens où il ne faut pas prendre les décisions à la hâte, en fait. Prudence dans le sens où, par exemple, pour le Sénat, on lui attribue un rôle de, quand une décision est prise, par exemple à l'Assemblée nationale, et qu'elle est même déjà validée, quand le Sénat, avec la sagesse qui sera due à son rang, et avec la sagesse des personnes qui vont l'occuper, verra que cette décision ne prend pas en compte toutes les volontés socio-anthropologique de notre pays, elle peut demander une relecture, par exemple, de cette loi qui a été votée. Donc, vous voyez, il y a de la prudence là. Il y a en même temps de la sagesse parce que on dit du Sénat qu'il peut, quand il y a des crises, quand il y a des problèmes, pouvoir être l'institution qui va régler les choses tranquillement. Donc, on n'a plus à avoir cette guéguerre entre présidents d'institutions ou entre leaders politiques qui se font des guerres ou se lancent des piques à l'emporte-pièce au point où des innocents sont parfois des victimes. Le Sénat s'en occupera tranquillement et on pourra avancer réellement dans le pays. Je reste avec vous, cette Atemi. Elle parle également de cette trêve politique qu'elle définit comme la suspension des affrontements politiques permanents et non démocratiques. Alors, est-ce que, en tant qu'analyste politique, vous pensez que la suspension des affrontements politiques, des dialogues politiques sur des sujets importants? Les dialogues et les affrontements politiques existeront toujours. Même s'il y a une institution comme le Sénat qui recadre tout. Oui, qui doit recadrer tout. Les discussions, les affrontements existeront toujours. Tant que nous aurons des leaders politiques, tant que des idéologies politiques soient développées par X et une autre par Y, ça existera toujours. La seule chose qui sera un peu de l'ordre du Sénat, et j'espère que les leaders politiques pourront respecter cela, c'est de pouvoir ne pas aller, je veux dire, à l'affrontement verbal sur mesure, hein, de sorte à ce qu'on puisse lire dans des journaux ou on puisse entendre sur des chaînes de télévision ou de radio des personnes qui s'affrontent et qui se lancent des piques, même verbales, mais qui sont très, très, très amères. Donc le Sénat doit pouvoir être le recadrement de tout cela. Mais ça existera toujours que les gens, leaders politiques, puissent s'affronter et puissent vouloir faire en sorte que leur idéologie, l'idéologie de Y, puisse passer au-delà de l'idéologie de X ou de Z. Donc ça existera toujours. Le Sénat doit être une sorte de recadrement, de recadrage de tout ça et on pourra avancer avec. Maintenant, penser que cela s'arrêtera, ça ne peut pas s'arrêter de cette façon-là. Je vous ramène à cette même question. Dans un système démocratique, cette Atemi, qu'est-ce qui doit primer? Le dialogue. La stabilité institutionnelle ou la compétition politique? La stabilité institutionnelle, parce que la compétition politique ne peut pas exister s'il n'y a pas de stabilité institutionnelle. S'il n'y a pas de stabilité institutionnelle, si le pays n'est pas stable, si le pays n'est pas en paix, si tout ne va pas bien, vous ne pouvez même pas avoir un parti politique ou pouvoir avoir des discussions. Et ce nouveau texte nous garantit-il cette stabilité institutionnelle? Ce nouveau texte nous garantit qu'il y a une institution qui va s'occuper du fait que nous puissions avoir la stabilité institutionnelle. Nous l'avions déjà. Nous voulons davantage la fortifier. Renforcer. Exactement, la renforcer. C'est pour ça que Mme Prudencio parle de maturation au niveau de nos institutions et de notre démocratie. Donc, nous avons désormais une institution qui va travailler à ce que cette maturation, je veux dire politique et institutionnelle, là, puisse venir à effet et qu'on puisse désormais dire que le Bénin a grandi de cette révision de la Constitution. Alors, Stéphane Arinon-Rossou, dites-nous, est-ce que la lecture de Claudine Afiavi-Prudencio de ce nouveau document s'appuie-t-elle sur des faits concrets ou plutôt sur des principes généraux? Non, je pense que
sa réflexion s'appuie sur des faits concrets. Lesquels? Par exemple, lorsque elle dit que notre système démocratique a atteint, par exemple, sa maturité, je trouve que c'est un fait concret. C'est un fait concret parce que vous savez que le système démocratique béninois, qu'on le veuille ou pas, dans la sous-région, a donné la preuve d'une certaine stabilité. Et donc, au-delà de cette stabilité... Est-ce qu'on remarque cette stabilité également au plan social aujourd'hui? Non, je viens. Je pense que cette stabilité politique... Au plan politique. Il y a une stabilité au plan politique. Et cette stabilité qui se retrouve au plan politique est en train d'être consolidée davantage. Nous sommes d'accord à travers cette réforme, cette révision. À quel impact maintenant, au plan social? Maintenant, le fait est que l'impact social que vous évoquez, je trouve que cela est évident. Cela est évident parce que quand on prend le système sanitaire, par exemple, de notre pays, c'est un système sanitaire qui a été, par exemple, totalement rénové. Vous voyez, avec le CHU qu'on a, etc. Vous voyez, avec les dispositifs de renouvellement de matériel qu'il y a eu. Ensuite, au niveau... Au CNHU, dans d'autres hôpitaux de dans d'autres hôpitaux. Quand on prend, par exemple, le système éducatif, qui, pour moi, représente le pilier du social dont on parle si tant. Voyez-vous, quand on prend les cantines scolaires ont un fort impact social. Voyez-vous, quand vous êtes sorti d'une famille modeste, vous savez ce que ça fait quand on doit quitter, n'est-ce pas, donc l'école et faire des kilomètres pour aller manger à la maison et revenir. Aujourd'hui, quand on maintient les enfants à l'école pour leur donner à manger, c'est soulageant pour eux. En dehors de ça, voyez-vous, l'État met énormément de moyens pour accompagner, par exemple, les filles, pour les maintenir à l'école. Je trouve que cela est à saluer. Et quand on prend au niveau je veux dire, infrastructurel, par exemple, vous voyez, tout ce qui a été fait, mais là, c'est des actions d'un gouvernement. Oui, évidemment, c'est des actions d'un gouvernement qui ont été possibles grâce à une certaine stabilité politique. Exactement. Grâce à une certaine stabilité politique. S'il n'y a pas de stabilité politique, il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, donc des actions sociales. Parce qu'on ne peut pas travailler pour des gens qui sont morts. Parce que quand il n'y a pas de stabilité politique, il y a guerre. Quand il y a guerre, quand il y a des affrontements, on ne peut rien construire de bon. Donc les actions sociales auxquelles nous assistons aujourd'hui, qui sont faites par le gouvernement, sont rendues possibles grâce à la stabilité politique que nous avons. C'est pour cela qu'il me paraît vraiment important de consolider, n'est-ce pas, donc cette stabilité politique-là. C'est pourquoi je salue d'ailleurs cette révision. Sauf que je voudrais revenir sur un élément, si vous me le permettez. Lorsque nous prenons le Sénat, c'est vrai que dans sa réflexion, Mme Claudine Prudentieux... C'est ça qui fâche d'ailleurs. Voilà, oui. Dans ce nouveau test. Voilà, elle a pris des garde-fous en montrant que dans une révision constitutionnelle, il faut y avoir des garde-fous pour éviter qu'on en arrive à des excès. C'est pour cela que je voudrais revenir sur la question du Sénat pour dire que oui, le Sénat est un organe de sagesse, le Sénat est un organe de régulation pour assurer la stabilité au niveau institutionnel, mais attention à ne pas donner un trop fort pouvoir au Sénat parce que cela peut devenir un outil de contournement pour, je veux dire, fêter toutes les autres institutions. Il faudrait que le Sénat soit un lieu vraiment de sagesse, sans parti pris, de façon impartiale. De toutes les façons, quand on regarde la configuration de ceux qui doivent siéger au niveau de cette nouvelle institution. De cette nouvelle institution, on n'a pas à craindre. On n'a pas à craindre toutefois. N'oubliez pas que celui qui a le pouvoir, je le précise, a toujours tendance à en abuser. C'est pour cela qu'il faut vraiment appeler à la sagesse de ceux qui doivent siéger pour que cet organe, cette institution, soit véritablement une institution de sagesse.
Je resterai dans le même domaine, au plan social. Pour vous poser cette question, cet Atemi, comment la population pourrait-elle percevoir cette réforme, la révision de la Constitution effectuée ou adoptée, si vous voulez, le 15 novembre dernier à l'Assemblée nationale, je le rappelle. Comment la population pourrait-elle percevoir cette réforme par rapport à la vision présentée par Claudine Afiavi-Prudencio? Elle devrait la percevoir comme une institution qui va faire en sorte que nous puissions avoir la stabilité qu'il faut, une institution qui va veiller à ce que les tensions politiques ne puissent pas déteindre sur la vie sociale des populations, une institution qui fera en sorte que chaque action qui est menée par un gouvernement, qui est menée par les élus des populations, puissent être des actions qui vont à leur avantage, dont les résultats vont à l'avantage du peuple. Et cela, j'en viens directement à l'impact que cela pourrait avoir sur la société, c'est que nous pourrons avoir une société premièrement stable, on va préserver la paix que nous avons. Nous allons préserver nos acquis démocratiques et nous allons également faire en sorte que le développement qui est attendu et qui est, à ma foi, déjà amorcé, puisse se poursuivre de sorte à ce que nous puissions désormais avoir un État totalement développé, un État dans lequel chaque population, quand elle décide de faire une action donnée, puisse avoir les résultats de son action et que chacun, quand il va qu'à ses occupations, puisse au retour avoir un gain de cause. Donc, pour moi, c'est ce que la population devrait attendre de cette révision de la Constitution-là et de la lecture qu'en fait la présidente Claudine Prudencio. On devrait comprendre que c'est une chose qui, ma foi, va fortifier premièrement notre démocratie, mais qui également veillera à ce que chaque chose qui est faite pour le peuple puisse véritablement être à l'avantage du peuple. Parce que quand on observe bien, le Sénat, ma foi, reste une sorte de garde-fou pour toutes les actions qui sont menées et fera en sorte qu'elles soient véritablement à l'avantage de la population et donc de la nation. Oui, Carole, si tu permets, je voudrais ajouter un élément pour faire la corrélation forte qu'il doit y avoir entre la stabilité et les actions sociales qui peuvent être menées. Vous voyez, lorsque le président Thomas Boni-Yayi, l'ancien président, était au pouvoir, vous voyez ce qui se passait dans le système éducatif où pour un oui ou pour un non, on paralysait l'administration scolaire, les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, l'année scolaire était plus ou moins menacée. Aujourd'hui, avec toutes les réformes qui sont mises en place, on observe pas un seul mouvement de grève jusqu'à la fin de l'année. Et cela a un fort impact positif sur le rendement que les enfants produisent en fin d'année. Donc vous voyez que s'il n'y a pas un État fort, s'il n'y a pas une stabilité au niveau institutionnel, il ne peut pas y avoir des actions efficaces au niveau social. C'est pour cela que, qu'on le veuille ou pas, on peut avoir des choses à objecter, à reprocher à ce régime, mais ce régime nous a enseigné que un régime stable, des institutions stables, fortes, permettent d'asseoir des dynamiques sociales, structurelles et efficaces. Alors, Claudine Afiavi-Prudencio admet qu'il existe également des risques liés à tout changement. Elle cite dérives, lourdeur, moindre redevabilité, mais affirme que des garde-fous constitutionnels, parlementaires et juridictionnels sont mis en place. Oui, évidemment, c'est un peu ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, parce que c'est légitime et c'est normal que les gens aient à craindre pour cette révision de la Constitution. C'est normal qu'on ait des doutes, on ait des appréhensions, parce que, voyez-vous, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été mises en place dans cette révision de la Constitution. Il y a le Sénat, il y a le septennat, et il y a la trêve politique. On peut se dire, quand on est trop suspicieux, on peut se dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce que ces gens-là ne sont pas en train de nous jouer un sale coup qu'on ne maîtrise pas encore? Donc ça, c'est des craintes, c'est des suspicions légitimes, normales, on ne peut pas refuser. C'est pour cela qu'elle dit dans sa réflexion qu'il y a des garde-fous, n'est-ce pas, donc qui sont déjà mis en place au niveau
au niveau constitutionnel pour que l'on n'assiste pas à des excès, à des déviances. Et c'est déjà heureux de savoir que les législateurs, n'est-ce pas, donc, qui ont pris la décision de cette réforme-là, n'est-ce pas, donc, aient pris un certain nombre de garde-fous. Cependant, je voudrais relever un élément important parce que dans l'actualité, on a observé que bientôt les gens seront sur le terrain pour sensibiliser les populations sur cette réforme, sur cette révision de la Constitution. C'est bien, mais lorsque, par exemple, si on avait peut-être assisté à une large consultation de la base, parce que quand on veut augmenter le nombre d'années, ouais, je pense que c'est le peuple qui est souverain, qui décide de dire oui, je décide d'accorder 2 ans de plus. Ce qui n'a pas été fait. Bon, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, l'autre chose qu'on peut dire, c'est nous qui avons élu les représentants qui sont à l'Assemblée nationale, qui nous représentent et qui peuvent décider donc, à notre... dire que ces députés à l'Assemblée nationale portent la voix du peuple. Justement, donc c'est pour dire en fait que ceux qui sont en train de dire, mais en fait, pourquoi ils ne sont pas allés vers le peuple, pourquoi ils ne sont pas allés à un référendum, etc. Les députés sont déjà là, on leur a donné le mandat pour nous représenter. Ils ont peut-être jugé nécessaire à ce moment-là de prendre la décision. Alors, à notre que dire place des intérêts alors des hommes politiques? Que dire des intérêts des hommes politiques? Vous savez, l'homme politique, en fait, on ne va pas à la politique, qu'on soit réaliste, hein, on ne va pas à la politique pour forcément les beaux yeux de quelqu'un. Quand on veut être trop idéaliste, on dit, bon, ok, c'est pour le peuple, etc. C'est bon, c'est pour le peuple. Mais lorsque les acteurs politiques sont positionnés, ce qui les intéresse d'abord et avant tout, c'est d'abord les calculs politiques, les intérêts personnels. Et puis après, quand les intérêts là, n'est-ce pas, donc, sont en vue, on essaie maintenant de voir ce qu'il faut véritablement faire. Donc, on ne peut pas refuser à un acteur politique, n'est-ce pas, de penser à ses intérêts. Je veux dire, quand par exemple les députés s'offrent peut-être désormais aussi 7 ans, et c'est désormais maintenant illimité, comme un forfait illimité, on ne peut pas dire que c'est mauvais. On ne peut pas dire que c'est mauvais parce que d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas dit. Si la loi prévoit de façon illimitée le siège d'un député à l'Assemblée nationale, cela ne veut pas dire que le député forcément doit siéger de façon limitée parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est le peuple qui décide de qui revient voilà, à l'Assemblée nationale. Voilà, donc c'est-à-dire, c'est pour dire que les politiciens ont leur intérêt qui tentent de sauvegarder, de consolider en votant un certain nombre de lois, mais à la fin, le peuple décide. Il reviendra toujours au peuple de décider, même si dans leur lot, on retrouve quand même certains qui adoptent une posture de sagesse, qui décident de ne plus aller aux élections pour laisser la place à d'autres. Cet Atemi, au-delà de l'analyse de Claudine Afiavi-Prudencio, ma dernière question pour vous serait quelles pourraient être les conséquences réelles de la réforme sur la vie politique? Sur la vie politique, cette réforme-là pourrait conduire à museler quelque peu les élans politiques et les sorties de certains leaders, parce qu'ils se prendraient en fait au piège du Sénat. Certains pourraient avoir peur de pouvoir agir véritablement, de sorte à ce qu'ils ne puissent pas être repris également. Moi, ma plus grande crainte sur un point de vue politique, c'est que ce Sénat-là ne puisse pas être l'institution auquel on a donné autant de force, de sorte à ce que les autres institutions ne puissent plus véritablement agir. Parce que quand vous êtes dans un système où, que vous soyez de l'exécutif, le premier le représentant, et que vous soyez du législatif, le premier représentant, et que vous prenez des décisions qui sont tout le temps remises en cause par le Sénat, et ça doit créer un hic. Il ne faut pas oublier que au niveau de chaque institution, ce sont des hommes qui sont là. Et au niveau des hommes, il y a une petite chose qui finit par créer des petits soucis. C'est l'ego personnel, en fait. Donc, si vous vous sentez, à un moment donné, chagriné, vous sentez que votre ego a été touché, vous avez envie de réagir. Et quand on décide de réagir de cette façon-là, on ne réagit plus toujours avec toute sa tête, on réagit plutôt avec son émotion. Cela pourrait également créer de petits dissidents politiques. Mais je
je reste fervent, je reste optimiste sur le fait que nos dirigeants politiques, eux également, au-delà de notre pays, prennent de la maturation et par rapport à la suite de comment le pays sera géré, sauront le faire avec de bonnes décisions, réfléchiront avant de prendre chacune des décisions et penseront premièrement à l'intérêt du peuple avant de penser au leur. Nous allons poursuivre la deuxième rubrique de cette émission, l'analyse, et le deuxième sujet à aborder, législative de 2026, politique toujours donc, les vraies raisons de l'absence de Houndété et Atchadé, les députés de l'opposition. Alors, ma première question va s'adresser à vous. Stéphane, qu'est-ce qui pourrait justifier l'absence de ces deux ténors de la politique béninoise, mais opposants, restez toujours opposants à travers le parti politique, les démocrates aux législatives prochaines? Oui, je suis un peu peiné pour ceux qui arrivent à ce parti-là. Je suis un peu peiné, un peu dérangé que cette formation politique, qui est une formation politique d'opposition, la plus grande d'ailleurs, soit en train de traverser cette mauvaise passe-là. J'estime pour eux qu'à l'avenir, ils vont pouvoir retrouver la lumière pour revenir sur véritablement la scène politique. Quand on voit un peu les raisons qui ont été évoquées par certaines indiscrétions, quand on prend le député Atchadé, qui est vice-président du parti, il lui manquerait le quitus fiscal. Il lui manquerait le quitus fiscal, ce qui l'empêche d'office de participer à ces élections-là. Et cela m'amène à trois réflexions. La première réflexion qui est peut-être d'ordre purement administratif, on se demande mais comment font-ils pour ne pas être toujours prêts? Parce que vous savez que vous allez à une élection. Vous savez que vous allez à une élection. Vous savez que vous n'êtes pas dans une bonne passe et donc vous devez prendre toutes les dispositions nécessaires pour que cela ne vous arrive pas. Est-ce que c'est à la dernière minute qu'il s'est rendu compte qu'il est vraiment dans l'incapacité? S'il n'est pas en règle vis-à-vis des fiscs, des impôts, pourquoi n'a-t-il pas pris les dispositions nécessaires pour qu'il ne se voit pas exclu ou ne pas être en mesure de participer à ces élections-là? Au plan politique, je trouve que si quelqu'un de la trempe de Atchadé ne va pas aux élections, donc ne sera pas député, vous voyez, c'est une grosse perte pour le parti, même en termes de représentation à l'Assemblée nationale, parce que c'est quand même une voix qui compte et qui a quand même de l'expérience. Oui. Et surtout que la mandature qui vient, c'est quand même une mandature qui sera une mandature choc. Donc pourquoi ceux-là prennent vraiment le risque de ne pas se faire représenter pour véritablement faire le débat qu'il faut à l'Assemblée nationale? Je suis vraiment peiné de voir ça. Et quand on prend Houndété, par exemple, on a pu observer que c'est délibérément que lui-même a choisi de ne plus participer aux élections parce qu'il estime que tout le temps, il a fait ombrage au député Lodou, et donc il est temps qu'il le laisse siéger à sa place si jamais la liste, en fait, le parti était retenu pour participer aux législatives. Donc je trouve que Houndété a adopté une posture de... stratégique, vous voulez dire? Non, une posture de sagesse, d'humilité, ou de quelqu'un qui ne vise pas seulement ses intérêts, mais je trouve que ce n'est pas stratégique. Ce n'est pas stratégique parce que, voyez-vous, Houndété représente un poids. Voyez, depuis que le parti LD est là, c'est lui qui a fait le combat jusqu'à un moment donné. Et donc, quand Houndété est à l'Assemblée nationale, je ne dis pas que Lodou ne fait pas le poids, non, mais je dis que Houndété, sa personne compte. Et ce serait vraiment politiquement stratégique pour le parti d'avoir quelqu'un comme Houndété à l'Assemblée nationale pour la mandature qui va siéger, compte tenu des enjeux qui vont se présenter si jamais le parti arrivait à se présenter et qu'il se faisait élire à l'Assemblée nationale. Donc, il a peut-être ses raisons, il a peut-être le droit de s'éclipser, il est peut-être fatigué
d'avoir tout donné à ce parti. Il veut peut-être se replier pour mieux se ressourcer et revenir en force, mais stratégiquement, je ne trouve pas que ce soit vraiment arrangeant pour le parti LD. C'est Atemi. Oui, je trouve que quand on observe dans le fond, on se rend compte que l'un n'y va pas parce qu'il a décidé de ne pas y aller pour faire place à un ami, un frère. C'est une décision sacrificielle. Il a décidé de le faire ainsi, bon gré, mal gré, tant mieux. Est-ce opportune? Est-ce opportune? Ça va faire 7 ans, ce nouveau Parlement. Et c'est la première fois que ça va faire 7 ans. Et ça va être que pour 7 ans sur les décisions qui doivent être prises au niveau de l'État, sur les discussions qui doivent se faire au niveau des institutions. Vous ne soyez pas là. Ce n'est pas bien. C'est un peu comme quand on prend une équipe donnée pour un match. Quand vous n'entendez pas, quand vous entendez certains noms, quand vous êtes adversaire, vous avez peur. Mais quand ils ne sont pas là, vous êtes davantage rassuré. Pour vous, c'est un boulevard qui est ouvert pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Et donc, qu'on le veuille ou non, Noureddine Achadé, autant que Eric Rondeté, constituent des noms qui ont des forces, qui ont du poids au niveau de l'échiquier politique de notre pays, notamment au niveau législatif, et que ces deux-là ne puissent pas se retrouver à l'Assemblée nationale. Si c'est de façon, je veux dire, stratégique que ça a été décidé, pour ma foi, ce n'est pas une superbe stratégie. On ne sait pas ce que les personnes qui les remplacent viendront faire, on ne les connaît pas. Enfin, on ne connaît pas encore leur puissance. Leur remplaçant. Non, oui. Ni leur force sur le terrain. Leur force également sur le terrain, et notamment dans les débats au niveau de l'Assemblée nationale. On ne le connaît pas encore, on attendra de pouvoir découvrir. Mais je pense que pour les deux, à moins qu'ils aient d'autres ambitions qu'ils nous feront savoir très, très bientôt, mais je pense que pour les deux, se retirer comme ça d'être au siège de l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour autant, enfin, pour ma foi, une bonne stratégie. Non. Et je voudrais même qu'on complète pour dire que ce n'est pas forcément quand la barque veut chavirer que les commandants décident de se retirer. Non, je pense que l'abandon de la barque. Hein. Non, je pense pas, parce que voyez-vous, le moment que traverse cette formation politique, oui, je trouve que ce n'est pas bon pour qu'une image, une personnalité, je veux même dire, de la trempe de Rondeté décide de ne pas aller aux élections. Mais justement, après cet échec cuisant pour la présidentielle, puis les municipales, peut-être qu'il craint déjà la décision finale pour le parti par rapport aux législatives. Donc on est rassuré, on ne devrait pas craindre. En principe, ce que tu évoques là, c'est peut-être possible. C'est peut-être possible parce qu'ils estiment qu'il n'y a plus vraiment d'espoir. Il n'y a plus vraiment d'espoir. Peut-être qu'on va leur dire... Et puis, on a déjà les prémices. On dit maintenant peut-être que Achadé n'a pas le quitus. Si quelqu'un comme Achadé n'a pas le quitus fiscal, je pense bien que dans le lot, là, bientôt, quand la Sénat va dépouiller les dossiers, on trouvera que d'autres n'ont pas, ou bien on trouvera qu'il y a des pièces qui ne sont pas à jour, et peut-être que le parti sera encore disqualifié pour participer aux élections. Maintenant, dans les deux cas de figure, que le parti soit retenu ou pas, j'estime que ce n'est pas quand le parti est dans cette posture-là que des personnalités de la trempe de Rondeté ou de Achadé qui ont fait le combat jusque-là décident, n'est-ce pas donc, de se retirer. Et puis cette alors, quel impact concrètement sur la vie du parti aujourd'hui? Je trouve que ce parti-là est à revoir. Parce que ce parti nous donne la preuve évidente que à l'intérieur, ils ont vraiment un souci. Qu'on le veuille ou pas, les scénarios auxquels nous avons assisté là nous donnent la preuve qu'à l'intérieur de ce parti-là, il y a des soucis. Donc, ce serait même bien que le parti décide lui-même de ne pas aller aux élections législatives et de dire maintenant, nous avons constaté nos limites, il est temps qu'on se retrouve, qu'on prépare un nouveau noyau qui va nous permettre de revenir en force sur la scène politique. Sinon, je trouve que c'est un parti qui a révélé ses limites, qui est totalement
en déliquescence, qui est totalement... je perds mes mots parce que la dernière fois, on a encore assisté à des démissions. On a assisté à des démissions. Que s'est-il passé pour que, venant à la faveur d'une élection générale, on assiste à ces trous béants-là, à cette perforation? Le président du parti l'a déjà annoncé. Pardon? À travers sa dernière sortie, oui, avant qu'il n'aille en sanitaire, oui, voilà. Donc, il l'a annoncé. Oui, mais cependant... non, en fait, la situation que vit le parti actuellement, est-ce que les responsables du parti savaient, il y a quelques mois en arrière, qu'ils allaient vivre tout ce scénario-là? Vous parliez des démissions. Oui. Mais le président en a parlé. Après la rencontre avec le président de la République. Oui. Après sa rencontre. Le président en a parlé. Ça veut s'il en a parlé. Et ça s'est fait, c'est effectif aujourd'hui. Oui, s'il en a parlé. S'il en a parlé, ça veut dire qu'il est conscient que quelque chose se passe à l'intérieur. Ou qu'il y a des élans de faire qui vont peut-être conduire le parti mais quand c'est comme ça et que quand on est leader, on prend les dispositions pour que cela n'arrive pas. Parce que tout le temps, on les a vus sur le terrain, ils ont crié, et au moment où ils doivent agir, voilà, plus rien du tout. C'est quand même, moi je suis peiné pour ces millions de militants du parti LD qui ont soif de s'exprimer, mais qui n'ont plus aujourd'hui la possibilité de s'exprimer. C'est des milliers qui veulent s'exprimer à travers ce parti-là et qui ne peuvent pas, du fait des responsables de ce parti, qui ont refusé d'être suffisamment clairs, d'être suffisamment lucides pour régler un certain nombre de problèmes en amont. Alors, cet Atemi, la dernière question pour vous, quel impact sur la vie du parti politique? L'impact est déjà là. Le parti est en pleine restructuration. Si les dirigeants aujourd'hui ne comprennent pas qu'il faut aller à une refonte du parti pour pouvoir en sortir un meilleur, c'est que c'est dommage. Ce serait davantage grave. Parce qu'actuellement, on ne peut pas dire que le Parti des démocrates va super bien. Ils ne vont pas super bien. Il y a beaucoup de choses à régler. Il y a plein de choses à régler. Il y a des discussions à mener à l'interne. Est-ce que ce parti pourrait subsister? Bien sûr. Bien sûr, si on prend les bonnes décisions, bien sûr, si on s'en tient au bon diagnostic. Parce qu'il ne faut pas voir que l'objet est noir et penser qu'il est blanc. S'il est noir et que vous continuez à penser qu'il est blanc, vous ne trouverez pas de solution. Vous allez aller vers une explosion. Maintenant, s'il est noir et que vous reconnaissez qu'il est noir, que de prendre la disposition pour pouvoir le blanchir. Et c'est aussi simple que cela. Merci Stéphane Akinourossou, merci cette Atemi pour vos différentes lectures de l'actualité ce lundi matin.